Je dis oui en fonction de ce que je vois. Les 15 derniers mois sont satisfaisants. Les politiques mises en place par le chef de l'État sont bonnes, il faut le dire, de façon très franche. Aujourd'hui, nous verrons si le chef de l'État décide de se présenter à l'élection présidentielle. S'il décide de se présenter à l'élection présidentielle, je ne vois pas pourquoi nous ne lui accorderions pas un quitus, sachant qu'il a marqué notre histoire de façon générationnelle en libérant notre pays de plus de 60 ans de dictature. Il a pris ses responsabilités, donc j'estime que la moindre des choses, c'est qu'effectivement, s'il décidait d'être candidat, et au vu des 15 derniers mois, nous pourrions tout à fait lui accorder Nous recevons aujourd'hui M. Nicolas Nguema, vice-président du Parti pour le changement, membre d'Appel Agir et ancien candidat aux élections législatives dans l'émission Politics, une émission qui donne la parole aux hommes politiques pour dire comment les choses politiques se déroulent sur le continent. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nguema, pouvez-vous vous présenter? Bien, je suis Nicolas Nguema, vice-président du Parti pour le changement, un parti créé en 2018, un parti d'opposition, d'une opposition à l'époque vraiment radicale, farouchement opposé au système Bongo PDG, farouchement opposé à Ali Bongo. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette optique, bien évidemment, depuis la transition du 30 août 2023. Vous êtes le cofondateur du Parti pour le changement. Quelle est la philosophie du parti? Bien, la philosophie, c'est un parti déjà à tendance socialiste. Nous avons un esprit de gauche, bien évidemment. Et les valeurs défendues par notre parti sont l'intégrité, avant tout l'intégrité absolue. Nous combattons toute forme d'injustice dans ce parti. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa création. Et bien évidemment, la corruption, qui est un fléau qui gangrène notre pays depuis près de 50 ans. Donc nous avons fondé ce parti-là sur ces principes-là, sur ces valeurs. Et bien sûr de solidarité, beaucoup de solidarité pour qu'il y ait une véritable redistribution des richesses et que les populations puissent en bénéficier réellement. Vous êtes membre du collectif Appel à Agir. Votre mouvement avait notamment demandé la vacance du pouvoir suite aux problèmes de santé de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Le 30 août, un mercredi 2023, les militaires ont mis fin au régime d'Ali Bongo. Quelle lecture faites-vous de cet événement, vous qui demandiez le départ d'Ali Bongo du pouvoir? Eh bien écoutez, ce jour, comme pour la plupart des Gabonais, est l'un des, je pense, les jours les plus historiques, les plus importants de la vie politique de notre pays. Pour ne pas dire l'un des plus beaux jours de l'histoire de notre pays, car nous étions sous un régime dictatorial depuis plus de 50 ans. Et les militaires ont pris leurs responsabilités. Moi, je vois souvent l'équation en me disant, je ne me demande pas ce que les militaires ont fait, je me demande plus ce qu'ils ont évité en faisant ce coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est quelque chose de très grave. Mais ce qu'ils nous ont évité, c'est effectivement un carnage, une suite politique avec Ali Bongo qui aurait été dramatique parce qu'il n'était plus effectivement aux commandes du pays. Ça aurait été son fils et sa femme qui auraient continué
a géré le pays d'une façon très très violente, avec une gabégie institutionnalisée, où le peuple gabonais n'avait plus de repères. Il avait été ôté complètement de sa substance, de sa dignité. Donc je ne peux que louer ce 30 août 2023, tout comme la plupart des Gabonais dans notre pays. Parlez-nous en profondeur du collectif Appel à agir, un collectif qui œuvre pour la démocratie, la transparence, mais aussi pour une gouvernance plus ouverte pour le Gabon. Le collectif Appel à agir a été créé dans un souci de responsabilité sociétale. Pas uniquement politique, parce qu'il n'est pas composé que de politique. Il y avait des membres de la société civile, enfin, il y a des membres de la société civile, il y a des acteurs politiques, comme nous au PLC, il y avait d'autres acteurs politiques, d'autres partis politiques. Nous avons créé ce mouvement pour répondre à une obligation et à une responsabilité qui était la nôtre, selon nous, vu l'état de santé d'Ali Bongo, qui était un état de santé complètement défaillant. Il sortait d'un AVC. Nous n'avions pas une lisibilité claire sur son état de santé, parce qu'il était caché par non seulement sa famille et sa famille politique, sa famille privée, donc sa femme et son fils, et sa famille politique, qui ont voulu faire croire pendant un long moment qu'il n'avait pas réellement de problème, qu'il n'avait pas perdu sa motricité, qu'il n'avait pas perdu au niveau intellectuel quoi que ce soit, ce qui était complètement faux. Et nous ne savions pas, nous nous demandions qui gérait le Gabon pendant cette période-là. Donc nous n'arrêtions pas de marteler qui dirige le Gabon, parce que nous savions que ce n'était pas Ali Bongo qui dirigeait le Gabon. Il y avait une forme d'intérim qui était faite, qui ne disait pas son nom. Cet intérim était assuré par Sylvia Bongo, son épouse, et Noureddine Bongo, son fils. Justement, vous demandiez l'évaluation de la santé du président à l'époque. Oui. C'était important pour vous? Oui, c'était très important pour nous que les Gabonais connaissent l'état de santé réel de celui qui est supposé être le garant de toutes les institutions. Nous ne pouvions pas accepter que sa femme et son fils puissent gérer notre pays de façon totalement illégale. Il n'y a aucun texte de loi qui prévoyait ce type de disposition. Et notre responsabilité était de mettre un terme à cette imposture. Et nous étions vraiment dans une véritable imposture, car Ali lui-même l'a reconnu lors de sa tournée. Il a dit, lors d'un passage télé, en meeting, qu'il n'a pas été aux commandes du pays pendant près de 5 ans. C'était d'une gravité sans précédent. Et cette phrase a fait tomber les masques. Et dès lors, je pense que ça a lancé un signal fort, non seulement aux politiques, mais aussi aux forces de défense et de sécurité de notre pays, qui ont commencé à s'interroger, parce qu'eux aussi n'avaient plus accès au chef de l'État. Quand le général Oligui a pris le pouvoir, lui-même l'a bien dit, il a dit qu'il prenait ses instructions chez le fils. La chaîne de commandement de notre armée ne le prévoit pas. Vous dites, je cite, que ces 14 dernières années ont été traumatisantes pour nous tous, c'est-à-dire pour l'ensemble des Gabonais. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ces 14 dernières années étaient sous le signe de la répression. Il y avait une répression très violente de toute l'opposition, de la presse, tout le monde était muselé. Il y avait une répression, j'ai envie de dire, financière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raréfaction des ressources du pays qui étaient ponctionnées et envoyées dans des paradis fiscaux. Lorsque Ali récupère le Gabon en 2009, Omar Bongo rembourse 87% de la dette publique avant de mourir. Le Gabon a une dette publique de 1000 milliards, ce qui est totalement... ce qui est très bien pour un pays aussi petit que le Gabon, qui a 2 millions d'habitants. Mais Ali Bongo, en moins de 15 ans, réussit à creuser la dette de 1000 milliards à près de 8000 milliards. C'est quand même phénoménal. Et nous savons très bien que cet argent, en grande majorité, a été détourné. Donc effectivement, il y a eu un traumatisme parce que le pays était à l'arrêt totalement. Il n'y avait plus rien qui se faisait. Les lois de finances étaient des lois de finances fictives. Les budgets n'étaient pas exécutés. Le seul budget qui était réellement respecté, c'était juste pour payer les fonctionnaires. Donc c'était le budget de fonctionnement, mais hormis ça, il n'y avait plus de projets sérieux qui se faisaient. C'était vraiment la politique du détournement qui régnait dans notre pays. Justement, vous parliez de crise éthique et morale il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de crise financière. Vu l'état de la dette nationale, qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné?
Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, nous avons eu des gens, des mauvaises personnes au mauvais poste, des gens qui n'étaient pas, qui ne travaillaient pas dans l'intérêt supérieur de notre nation. Au 30 août 2023, la dette publique du Gabon s'établissait à près de 7 280 milliards. Aujourd'hui, on va dire au 1er janvier 2025, elle est à 7 020 milliards. Il y a eu un emprunt qui a été contracté par le CTRI à hauteur de 996 milliards. Mais retenez bien que ces 996 milliards empruntés n'ont été empruntés que pour rembourser la dette contractée par l'ancienne équipe, donc que par Ali Bongo. Tous les travaux que nous voyons actuellement au Gabon ne sont pas le fruit des emprunts sur les marchés obligataires, c'est sur de l'existant. Donc aujourd'hui, le CTRI a récupéré ce pouvoir et a constaté le désastre économique, le marasme économique dans lequel le pays était, le surendettement économique. Donc ils écopent d'une situation économique très difficile, mais ils ne sont pas responsables de cet état de fait. C'est l'équipe précédente qui a creusé la dette. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il y avait tout le temps des scandales financiers, tout le temps des détournements qui étaient mis à jour, des gens étaient enfermés tous les 6 mois, des gouvernements instables qui changeaient très régulièrement. Ali Bongo n'a pas su gérer notre pays et c'est nous qui en payons les pots cassés. Justement, vous parlez de ce traumatisme. Vous avez été en prison sous le régime d'Ali Bongo. Une mésaventure pour vous au dossier politique? Ah non, c'est un dossier politique, purement et simplement. Ce dossier, j'ai été enfermé pendant 21 jours au service de contre-ingérence militaire et du renseignement pour une affaire qui était soi-disant commerciale. Une affaire dans laquelle je n'étais nullement impliqué et où il m'a été demandé d'accuser l'un des membres de ma famille politique de choses qu'il n'avait jamais faites. J'ai bien évidemment refusé et j'ai été mis sous mandat de dépôt pendant 2 mois à la prison centrale de Libreville. C'est un endroit que je ne souhaiterais à personne de connaître. C'est d'une extrême violence. Tout ça pour être sorti de là-bas au bout de 2 mois et d'obtenir un non-lieu. Mais je subissais bien évidemment des pressions permanentes des systèmes du service de sécurité du président de la République de l'époque, donc Ali Bongo, pour me demander de mettre un frein à ma carrière politique. Donc voilà. Nous sommes en 2023. Après sa réélection, Ali Bongo Ondimba est renversé par les militaires. Nous sommes précisément le 30 août 2023. Quel était votre ressenti à ce moment précis de l'histoire du Gabon? Je me suis dit que notre pays partait dans les abysses, dans un gouffre duquel nous ne sortirions jamais finalement, par la voie des urnes bien évidemment, parce que nous avons toujours prôné la voie des urnes, la force du bulletin de vote, mais je me suis dit que cette fois, tout était fichu, que nous n'arriverions à rien du tout par la voie des urnes, et que Ali Bongo, reconduit au pouvoir pour 7 ans, non, pour un mandat de 5 ans, son fils exercerait pleinement son mandat avec sa mère, et que les Gabonais allaient subir cela de plein fouet. Mais il se trouve que lors de la proclamation de ces résultats, dans la nuit, vous voyez un peu le cynisme, ces résultats ont été proclamés aux environs de 4 heures du matin, pendant que tous les Gabonais dormaient. Et il se trouve que moins de 18 minutes après, en tout cas moins de 20 minutes après, il y a eu l'annonce du coup d'État. Ce coup d'État qui a été perpétré par l'armée, qui s'était bien organisée et qui a fait un travail remarquable. Pourquoi? Parce que la ville a été quadrillée, il n'y a eu aucune effusion de sang. Et ça, vraiment, on doit remercier Dieu et le professionnalisme de nos militaires, qui ont protégé avant tout les citoyens gabonais et qui ont pu mettre fin à cette plaisanterie qui n'avait que trop duré et de très mauvais goût. Ça s'est bien fait. Les individus concernés, donc toute l'équipe du cabinet présidentiel a été arrêtée. Les personnes ressources, c'est celles qui dirigeaient réellement le pays dans l'ombre, ont tous été arrêtés en moins de 2 heures
Et après, on a tourné la page de cette sombre histoire. Nous allons maintenant parler de politique, précisément d'élections, notamment les prochaines élections présidentielles en avril 2025. Un moment crucial pour le Gabon qui va mettre fin à la transition politique actuelle. Selon vous, quels sont les enjeux de ces élections ? Les enjeux de cette élection sont principalement pour moi d'ordre économique. Pourquoi ? Parce que la situation économique du pays ne nous permet plus d'attendre. Il faut aller le plus rapidement possible à cette élection. Il faut sortir de cette transition. Comme vous le savez, en transition, les organismes réguliers, traditionnels, les prêteurs, en l'occurrence par exemple la BAD, le FMI, la Banque mondiale, ne prêtent pas d'argent aux pays en transition. Ce qui rend la situation économique de notre pays de plus en plus difficile. Nous sommes obligés de procéder à des emprunts sur des marchés parallèles qui reviennent excessivement chers à l'État. La responsabilité commande nos dirigeants de prôner un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, le chronogramme qu'a proposé le CTRI a été respecté à la lettre, vraiment très scrupuleusement. Donc, nous irons à cette élection. Les enjeux sont que le prochain président de la République puisse vraiment insuffler de nouvelles valeurs, de nouvelles normes qui étaient complètement bafouées dans notre pays, et nous verrons un peu la direction dans laquelle nous irons, et que les politiques puissent donner le meilleur d'eux-mêmes avec vraiment un élan de patriotisme très 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 fort et ancré. Quel bilan faites-vous des 15 mois au pouvoir du général Brice Oligui Nguema ? Très sincèrement, je suis satisfait. Globalement, je suis satisfait. Le pays a été bien tenu. Comme on dit, la boutique a été bien tenue. Il y a eu une gestion rigoureuse de l'économie. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Les finances publiques sont bien tenues. La dette a été contrôlée, la dette a été maîtrisée, malgré le fait que nous soyons en transition et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'ayons plus accès aux organismes de prêt traditionnels comme le FMI, la Banque mondiale. Contrairement à d'autres pays, je prendrai l'exemple du Mali, du Niger ou de la Guinée, notre transition a été très bien gérée, et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sortons de cette transition sans aucun regret, parce que ces 15 derniers mois se sont bien passés. Vous plaidez pour un renouvellement de la classe politique. À quelle fin ? Il faut, de tout temps et dans tous les pays du monde, il faut que les classes politiques se renouvellent. Un politicien n'est pas fait pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Un politicien est là pour contribuer au développement de la société, au bien-être des populations, pendant un laps de temps donné, et après passer la main, savoir donner le relais à d'autres jeunes générations de politiciens. Comme on dit vulgairement, les cimetières sont remplis de personnes très importantes, mais aujourd'hui on ne peut plus se contenter de quelques acteurs politiques en Afrique qui prennent le monopole de l'activité politique pendant des décennies. Ce n'est plus possible. Il faut qu'il y ait ce changement de politique, ce renouvellement perpétuel d'acteurs politiques, pour apporter de la diversité, pour apporter du changement et une évolution à tout pays. Quelle lecture, puisque vous parlez du Niger, du Burkina Faso, du Tchad aussi, dans la sous-région, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe dans cette zone ? Écoutez, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, je fais une lecture assez critique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu ces coups d'État, aussi bien au Niger, en Guinée-Conakry qu'au Mali, il n'y a pas eu le même procédé qu'au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, la particularité du CTRI, c'est qu'ils ont impliqué la société civile et les acteurs politiques, donc les partis politiques. Je pense que c'était une décision très sage,
qui aujourd'hui a montré ses résultats sur le respect du chronogramme, sur la réécriture de la nouvelle constitution, sur la réécriture du code électoral. C'était un consensus général. Dans d'autres pays comme ceux que je viens d'énumérer, l'armée a tout fait tout seul et on voit bien le résultat et le décalage qu'il y a. Vous parlez de renouvellement de la classe politique. Que pensez-vous de ce qui vient de se passer au Sénégal depuis 9 mois? Ben, c'est quelque chose d'historique, ce qui vient de se passer au Sénégal. Moi, quand je vois ça, ça m'emplit de joie et ça me redonne de la force et de la vigueur afin de croire en la politique, une véritable politique de changement. Le cas de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko est quelque chose d'inédit qui n'est jamais arrivé en Afrique. Personne ne les attendait à ce niveau de responsabilité. Partir de la prison en si peu de temps à la présidence de la République pour l'un et à la primature pour l'autre montre en réalité la maturité de ce peuple-là. Le peuple sénégalais doit être un exemple pour l'Afrique entière et j'ai envie de dire pour le monde entier. Revenons sur la présidentielle qui se profile. Vous êtes pour la refonte profonde du code électoral. Pourquoi? Parce que le code électoral gabonais, de tout temps, posait problème. Il posait problème en période effectivement électorale, car il n'y avait pas une bonne gestion du scrutin électoral, il ne permettait pas une lisibilité, une transparence sans contestation du scrutin électoral. Aujourd'hui, cette révision du code électoral va très loin. Elle permet de sécuriser le vote, elle permet de redonner confiance aux électeurs gabonais afin qu'ils puissent aller plus massivement aux urnes et croire en la réalité et à la sincérité de ce scrutin. Je vous prendrai un exemple très simple. Nous avons aujourd'hui des procès-verbaux qui devront être établis au sortir de chaque scrutin dans les bureau de vote par bureau de vote. C'est quelque chose auquel nous n'avons jamais eu droit jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, ce scrutin-là, je pense, ce code électoral nous permet d'aller à une élection de façon apaisée et transparente. Le 19 décembre 2024 dernier, la nouvelle constitution avait été promulguée par le président Brice Oligui Nguema. Quel regard portez-vous sur cette réforme cruciale pour le Gabon, vous qui avez œuvré pour le oui? Cette constitution, selon moi, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle a été écrite par l'ensemble des Gabonais, par une très large couche de Gabonais issus de tout horizon social et culturel. Toutes les provinces de notre pays ont été représentées lors du dialogue national pour l'écriture de cette constitution. Cette constitution a été passée à la loupe au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les changements significatifs qu'elle proposait, pour moi, ne pouvaient que révéler des lendemains meilleurs. Pourquoi? Parce que l'ancienne Constitution avait toujours été le sujet de critique. D'ailleurs, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de notre pays se faisait propriétaire de cette Constitution. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la Constitution qui a été réécrite par l'ensemble des Gabonais, c'est inédit d'ailleurs au Gabon, c'est inédit, j'ai envie de dire, en Afrique. D'antan, c'était des constitutionnalistes français et autres qui écrivaient nos constitutions partout en Afrique francophone. Là, ce sont des Gabonais qui ont écrit leur constitution. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite à certains égards, mais c'est notre constitution et nous allons voir ce qu'elle produira pendant les 5 prochaines années. Et s'il y a des modifications à faire, cette constitution, nous pourrons toujours la retoucher. Mais dans son essence première, pour moi, elle est bonne parce qu'elle a été écrite avec sincérité, avec amour, avec patriotisme par l'ensemble des Gabonais. Le dialogue inclusif national avait mobilisé également tout le peuple gabonais. Cela a permis de trouver des mécanismes pour réussir la marche du Gabon vers la prospérité et la paix, mais aussi pour un Gabon meilleur. C'est important pour le président Brice Oligui de réunir tous les Gabonais pour discuter ensemble
comment avoir un pays qui rayonne? Je pense que c'est très important pour le président Oligui qu'il y ait, après ces 14 années de traumatisme, une cohésion nationale, une solidarité nationale, une inclusivité, comme il aime à le dire. Il parle très souvent d'inclusivité. C'est un exercice qui est très difficile parce que nous avions dépassé les clivages partisans au niveau politique. Nous étions devenus des ennemis dans un même pays, des Gabonais qui ne se voyaient plus comme de simples adversaires politiques, nous étions devenus des ennemis. Il est venu mettre de l'eau sur le feu afin d'éteindre ce brasier naissant et grandissant. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de très important pour lui, que chaque Gabonaise et chaque Gabonais puissent échanger, discuter et penser de façon générale Gabon d'abord. Dialogue national inclusif, révision de la Constitution, des réformes aussi au niveau des secteurs clés au niveau de l'État. Le président Brice Oligui Nguema a besoin de toutes ces clés pour faire avancer le Gabon? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça reste des outils qui favorisent la démocratie, qui permettent à une démocratie soit de naître, soit d'avancer, soit d'évoluer. Ce sont des mécanismes très importants, des outils très importants qu'on utilise quand on est sincère et quand on a vraiment l'amour du pays. Il utilise les éléments qu'il a autour de lui afin vraiment de promouvoir la démocratie dans notre pays. Et je pense que dès lors qu'il est sincère, nous ne pouvons pas mettre en doute ce changement qu'il prône. Alors, vous êtes en France à la rencontre de la diaspora gabonaise pour les prochaines échéances présidentielles d'avril 2025, mais aussi pour les élections législatives. Pourquoi c'est important pour vous d'aller à la rencontre de la diaspora gabonaise? Écoutez, pour nous, au PLC, c'était très important de faire cette démarche-là, de venir rencontrer la diaspora, cette diaspora qui s'est battue bec et ongle contre le système Bongo PDG depuis 2016. Ils n'ont lésiné sur rien. Ils étaient un peu nos porte-parole à l'étranger parce que nous étions muselés au Gabon. Et aujourd'hui, je me dis que cette diaspora, il faut lui rendre hommage. C'est une diaspora vaillante et combative. C'est une diaspora qui était le prolongement de ce que nous vivions au Gabon, qui faisait parler du Gabon, qui expliquait la situation du Gabon. Donc nous n'avons d'autre choix pour nous au PLC que de lui rendre hommage, venir la rencontrer. Et cette diaspora, par exemple, française que nous rencontrons pour la première fois, représente une population de 35 000 Gabonais vivant en France. Donc c'est politiquement un choix politique, au-delà d'être un choix idéologique et symbolique. Nous devions venir voir cette diaspora. Et la particularité de notre visite, c'est que justement ce nouveau code électoral confère 2 sièges de députés de l'étranger, 2 sièges de députés de la diaspora, et nous estimons que la France a toute sa part à jouer, donc les Gabonais de France, afin de choisir une personne qui les représentera au niveau de l'Assemblée nationale gabonaise. Je pense que c'est un tournant historique dans l'histoire de notre pays. Donc nous sommes venus les sensibiliser par rapport à cela, sur le choix du député qu'ils devront faire pour les 5 prochaines années. Et nous les avons incités à commencer à discuter, à œuvrer, à trouver leurs représentants. Vous êtes candidat aux élections législatives. Pourquoi c'est important pour vous d'être candidat? Oui, je suis candidat aux prochaines élections législatives. C'est important pour moi. Pourquoi? Parce que j'estime que l'Assemblée nationale est la place significative de tous ceux qui ont à cœur de donner le meilleur juridiquement, socialement, économiquement, en termes de lois aux populations. C'est à l'Assemblée nationale que l'on va écrire les lois qui vont conférer à chaque Gabonais le vivre ensemble, la part qui est la sienne, et que nous pourrons vraiment développer la démocratie dans notre pays. Quels sont les enjeux de ces élections pour les Gabonais? Les enjeux sont cruciaux.
Nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous avons historiquement la première élection libre et transparente qui se tiendra le 12 avril pour la présidentielle et nous ne connaissons pas encore la date pour les législatives. Le Gabonais a toujours été dubitatif, sceptique et ne croyait plus au vote dans notre pays. Cette prochaine législature devra être représentative de tous les Gabonais à travers le pays et maintenant à l'étranger. Vous avez soutenu le oui pour la nouvelle constitution. Vous êtes aussi pour un oui pour la politique du général Brice Oligui Nguema? Je ne dirai jamais oui dans l'absolu à la politique du chef de l'État. Je dis oui en fonction de ce que je vois. Les 15 derniers mois sont satisfaisants. Les politiques mises en place par le chef de l'État sont bonnes, il faut le dire, de façon très franche. Aujourd'hui, nous verrons si le chef de l'État décide de se présenter à l'élection présidentielle. S'il décide de se présenter à l'élection présidentielle, je ne vois pas pourquoi nous ne lui accorderions pas un quitus, sachant qu'il a marqué notre histoire de façon générationnelle, en libérant notre pays de plus de 60 ans de dictature. Il a pris ses responsabilités, donc j'estime que la moindre des choses, c'est qu'effectivement, s'il décidait d'être candidat, et au vu des 15 derniers mois, nous pourrions tout à fait lui accorder notre soutien. Monsieur Nicolas Nguema, avez-vous un message à lancer aux Gabonais du continent et ensuite de la diaspora? Oui, le message que je lancerai à mes concitoyens, à mes compatriotes, c'est un message d'espoir, un message de rêve. Il faut croire, il faut espérer. Ce changement que nous attendions tous est arrivé le 30 août 2023 et il faut que chaque Gabonaise et chaque Gabonais s'implique dans la vie politique de son pays. C'est très important. À l'époque, je peux comprendre que certains étaient réticents à aller voter, à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Donc j'invite chaque Gabonaise et chaque Gabonais à prendre ses responsabilités et à s'inviter dans la politique. Car si on ne fait pas la politique, quelqu'un d'autre la fera à notre place et prendra des décisions qui ne sont pas forcément